21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Claude Dacier, Sébastien Ligné et Louis de Ragnel. Et nous accueillons la députée EPR des Yvelines et ancienne ministre Aurore Bergé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Des informations sur, sur le la République casting. s'exprime à 20h. Vous savez bien que je n'ai rien à dire avant que le président s'exprime. Peut-être, mais sur la ligne Barnier ou sur la ligne Barnier, c'est fini ça. Sur la ligne Bayrou ou sur la ligne Le Cornu. Les deux sont légitimes. Pourquoi ? parce que ils sont à la fois en soutien de l'action qu'on mène depuis 7 ans et parce que les deux, je pense, sont en capacité de maintenir la coalition qu'on essaye de construire avec la droite. Et c'est sûr que ça prend du temps de construire une coalition, ça se fait pas en quelques semaines à peine. Et je crois que c'est la seule qui peut tenir le choc parce que elle est cohérente idéologiquement, elle est cohérente dans le projet qu'on peut réussir à porter ensemble. Alors, vous parlez d'une coalition en direction de la droite, mais il y a aussi une tentation au sein de EPR, justement, d'aller plutôt vers la gauche. Il y a des tractations qui ont lieu en ce moment. Il y a même un certain nombre de députés socialistes qui disent « Bon, maintenant, pourquoi pas, on envisagerait de travailler avec EPR et donc avec les députés de votre groupe ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'espère, encore une fois, que la gauche pourrait redevenir une gauche raisonnable, responsable, républicaine et laïque. Je pense que ce serait bien pour le pays. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, en tout cas le Parti socialiste, est complètement tenu par la France insoumise, et c'est encore plus le cas des écologistes et même des communistes. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a quelques députés ou défavorable à ça. Mais la question, elle est double. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Parce qu'après tout, si on fait que de la politique fiction, c'est intéressant de faire des conjectures. La politique fiction, après, c'est ce que nous on entend, ce sont les parlementaires de votre groupe qui en parlent, de cette volonté d'aller parler avec les députés de gauche. C'est pas tant notre volonté qui compte que de savoir si les députés socialistes, eux, sont prêts à faire ce pas-là. Moi, ce que j'entends... Moi, ce que j'ai entendu, y compris d'Olivier Faure encore hier soir, c'est quoi ? C'est on veut un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, on veut un gouvernement composé par le nouveau Front populaire, comprendre donc avec la France insoumise. Or, avec la France insoumise, pour nous, c'est une ligne rouge absolue et non négociable. Et en plus, ils le disent, sans aucun membre du bloc central. Vous voyez que c'est des conditions qui rendent un peu difficile. Mais alors ça semble évoluer, mais vous, avec des socialistes, est-ce que ça vous gênerait ? Mais ça dépend. Et la deuxième chose, ça dépend du projet. Qu'est-ce qu'on va porter ? En fait, je pense que la question qu'on est en train de se poser, c'est pas juste qui peut tenir plus de 3 mois. Un peu quand même. Oui, mais enfin, c'est un peu triste de résumer la vie politique à ça. Aujourd'hui, c'est résumé à ça. La question ne devrait pas être juste de savoir combien de temps un nouveau Premier ministre ou un nouveau gouvernement va tenir. C'est tenir pour faire quoi ? Tenir pour faire quoi pour les Français ? On va faire quoi sur un nouveau budget ? Moi, j'entends le Rassemblement national qui dit tout ça n'est pas bien grave, on va voter un nouveau budget. Mais avec quelle majorité à l'Assemblée ? C'est les mêmes députés. Bien sûr, mais regardez, avec quelle majorité, sur quelle base? On va juste travaillez avec des députés du Parti socialiste, ce sont des gens qui ont censuré le gouvernement que vous souteniez. Mais ça, je l'ai bien en tête. Et la cohérence des deux côtés. Non, mais ça, je l'ai évidemment bien en tête, Louis de Ragnel. Du fait que, encore une fois, par une députée socialiste qui a été, elle, raisonnable, une seule, eh bien, tous les autres ont censuré. Même un ancien président de la République qui a considéré qu'il fallait censurer ce gouvernement. Ça montre bien la déliquescence quand même de la gauche française. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que ça puisse exister. Le nommer Sébastien Ligné pour Valeurs Actuelles. Si on va dans l'autre côté de l'hémicycle, est-ce que vous comprenez la rhétorique de Marine Le Pen qui nous explique finalement que si on l'écoute, si on la considère, si on considère ses lignes rouges, elle est prête à travailler sur un budget commun et à travailler avec un gouvernement sans y être. Est-ce qu'il ne faut pas accepter un jour ou l'autre quand même de travailler avec Marine Le Pen? Mais encore une fois déjà, est-ce que c'est sincère cette demande ou est-ce qu'on est juste dans la surenchère constante ? Moi, j'ai eu l'impression quand même d'avoir un Premier ministre qui a fait des concessions. La copie finale qui a été présentée, c'était pas du tout la copie originale, initiale. C'était pas suffisant selon Marine Le Pen. Elle a dit qu'il y avait 3 propositions sur 57 et que ces trois-là n'étaient pas J'entends, mais moi je lis qu'elle fait une interview le dimanche où elle dit c'est soit le déremboursement des médicaments, soit la désindexation des retraites. L'un ou l'autre. C'est écrit noir sur blanc. J'imagine qu'elle a relu l'interview qu'elle a donnée quand même. Et puis, le dimanche soir, elle dit ah non, finalement, c'est les deux. Donc, à un moment, elle est où la sincérité ? Elle est où l'honnêteté ? Donc, est-ce qu'on est juste dans une surenchère constante parce qu'en fait, elle avait pris la décision de censurer le gouvernement de Michel Barnier et qu'elle voulait trouver un prétexte pour le faire ? Auquel cas, elle a trouvé un prétexte. On trouve toujours un prétexte quand on veut censurer. Quel devra être, selon vous, l'axe principal du futur Premier ministre face à une situation à l'Assemblée nationale qui n'est pas facile?
Est-ce qu'il doit s'atteler, comme semble-t-il, mais insuffisamment, monsieur l'ex-premier ministre avait essayé de le faire, est-ce que vous pensez qu'il est temps, plus que temps, et même urgent, de commencer à redresser ce pays en faisant des économies, en regardant la fiscalité globale, bref, de s'y mettre vraiment, ou on traîne, on laisse les choses aller jusqu'en 2026 et on attend? Mais moi, je pense qu'il faut évidemment et urgemment redresser les comptes publics. Sauf que si vous voulez contenter l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale, vous faites l'inverse. C'est impossible. Mais vous faites l'inverse. Parce que vous avez 8 milliards d'euros que demandait le Parti socialiste, vous avez 57 milliards d'euros, là non pas de dépenses supplémentaires, mais de taxes supplémentaires que demandait la France insoumise. Vous avez une facture qui s'élève là aussi à plusieurs milliards d'euros pour le Rassemblement national. Donc oui, hein, on peut réussir à faire botter un budget. Mais dans quel état on met le pays à la fin si on finit avec 60 milliards de taxes supplémentaires et 30 milliards de dépenses supplémentaires? Je suis pas certaine qu'à la fin, ce soit bon pour le pays. Aurore Berger, qu'est-ce que vous pensez du climat actuel? Et je prends pour témoin ces deux sondages, il n'y en aurait qu'un, mais deux sondages qui donnent que 2/3 des Français souhaitent la démission du président de la République. Est-ce que ça commence pas par là? Il y a eu une petite musique. D'abord, il y a eu la procédure de destitution de LFI, bon, qui n'a pas abouti. Ensuite, il y a eu une petite musique, même y compris à droite, qui disait que voilà, ça serait quand même pas mal qu'il puisse se retirer sans pour autant engager formellement de procédure. Est-ce que finalement, quand on a les 2/3 des Français qui, oui, souhaitent la démission du président de la République, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit en fait en politique dans ce pays? Mais je crois que si on succombe à cette demande, ça crée un précédent extraordinairement dangereux. Moi, je ne sais pas ce qui se passera demain sur une prochaine élection législative, que ce soit dans un an ou que ce soit en 2027. Je ne sais pas si ça donnera une majorité absolue à un gouvernement et à un président de la République. Donc, je pense que malheureusement, on a créé un climat politique qui fait que chaque gouvernement pourrait être soumis au risque de la motion de censure. Et ça veut dire donc que la motion de censure entraînerait automatiquement la démission d'un président de la République, quelle qu'elle soit. Je crois que ceux qui aujourd'hui disent ça n'ont pas envie que ça puisse leur arriver demain si jamais ils étaient aux responsabilités. Je pense que ça crée un précédent très dangereux en termes d'instabilité politique. Est-ce que vous ne croyez pas, Aurore Berger, que derrière tout ça, il y a une volonté politique, notamment de Jean-Luc Mélenchon, à travers des élections anticipées, de mettre fin à la Ve République et d'aboutir à un autre régime politique dont on ignore à peu près tout? On a une double volonté. On a la volonté de Jean-Luc Mélenchon et de ses camarades insoumis qui le disent d'ailleurs très clairement et qui le revendiquent en disant on a fait tomber le gouvernement, prochaine étape, faire tomber le président de la République et la Ve République. Ils l'écrivent, certains de ses lieutenants l'ont écrit, et puis de l'autre côté, même si évidemment elle s'en défend, la volonté de Marine Le Pen de mettre la pression maximale avant le délibéré de son procès, et d'espérer donc qu'avant le mois de mars, des élections anticipées puissent être organisées dans le pays. Donc c'est cette double volonté, mais c'est pas une double volonté qui fait du bien au pays. Bien sûr, la crise politique, institutionnelle, budgétaire, financière, en quoi elle aide les Français, quels qu'ils soient d'ailleurs, en quoi elles aident nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs? Je crois que ça, c'est quand même la vraie question qu'on devrait tous avoir à l'esprit. Si on se replace un tout petit peu en arrière, au moment où Emmanuel Macron justifie la dissolution de l'Assemblée nationale, il a cet unique argument, c'est pour éviter une motion de censure et que le gouvernement soit renversé. Ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe, là on est en plein dedans. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez la dissolution? Est-ce que c'était une bonne chose? Mais on était soumis à un risque de motion de censure, alors différente. À l'époque, le risque de motion de censure, c'était sur quoi? Souvenez-vous, si on rembobine... C'était un risque, donc c'était hypothétique, là on est en plein dedans. Oui d'accord, mais il faut un moment, c'est facile, une fois que les événements sont apparus, de se dire que l'histoire aurait pu être différente. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'étais au gouvernement à ce moment-là... Il n'y a pas une seule personne qui rationnellement pouvait expliquer la dissolution au moment où le chef de l'État l'a décidé. Non, mais... Donc on rembobine rien du tout. Si, vous me demandez pourquoi cette décision a été prise, est-ce que c'était la bonne ou pas? Encore une fois, c'est toujours plus facile une fois qu'on sait que la motion de censure a été engagée. Vous pensez que c'était une bonne solution? Moi, ce que je sais, c'est qu'on était soumis réellement à un risque de motion de censure à l'époque de la droite. Faut pas oublier quand même qu'au moment où Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit on va faire un projet de loi de finances pour baisser la dépense publique. Quelle est la réponse à l'époque de la droite? C'est de nous dire attention, si ça va trop fort sur la baisse de la dépense publique, alors on sera prêt à censurer. Donc il y avait ce risque-là. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une alliance, c'est quand même contre nature, où on a et la gauche, unie, quasi-totalité de la gauche,
et le RN qui votent ensemble une censure sans pour autant évidemment prétendre gouverner ensemble demain. Donc vous voyez bien quand même le caractère complètement irrationnel dans lequel on est entré. Justement, pour prolonger la question, vous parlez d'une alliance contre nature entre la France Insoumise et le Rassemblement National, mais est-ce que tout cela n'a pas été créé par votre décision, celle de votre mouvement, lors du second tour des élections législatives, de pactiser avec la France Insoumise? Alors vous utilisez le mot qu'on veut, mais de fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est aussi causée par le fait qu'il y a eu une restriction démocratique d'une certaine manière lors de l'entre-deux tours, où on a empêché certains Français de s'exprimer. Est-ce que, et je prolonge la question de Louis Dragnel sur la dissolution, est-ce que le début de la guérison commence pas aussi par s'excuser? Dire finalement, pardon, on s'est trompé sur la dissolution. Pardon, on s'est trompé en tapant la main dans la main avec Jean-Luc Mélenchon, en se désistant pour empêcher le Rassemblement National de gagner. Je suis très à l'aise pour vous répondre à cette question parce que c'était pas ma position et que je l'ai dit publiquement le soir du premier tour. Et que j'ai dit publiquement le soir du premier tour qu'il était hors de question pour moi de mettre un bulletin dans l'urne d'un seul candidat de la France Insoumise. Résultat d'ailleurs, moi, dans la propre législative qui était la mienne, la France Insoumise s'est maintenue face à moi, bien qu'arrivée en 3e position, avec le risque que le Rassemblement National puisse gagner. Leur candidat avait d'ailleurs dit qu'il préférait que le Rassemblement National gagne face à moi. Donc moi, je suis très à l'aise pour vous répondre parce que ça n'était pas... Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. En tout cas, moi, ça n'était pas ma position et ça restera ma position constante. Je pense qu'il y a des sujets avec lesquels on ne transige pas et qu'on avait mené une campagne très dure et face au RN et face à la France Insoumise pendant les européennes et pendant le premier tour des législatives et que je pense qu'on ne devait pas gommer cette barrière qu'on mettait et aussi ce signe égal qu'on met en termes, pour des raisons différentes, entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Et je pense qu'on a besoin de cette clarté-là. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 19h43.